Bien, bonjour à tous. Désolée pour ce petit retard et moi aussi je vais dire que c'est un grand plaisir de vous retrouver en présentiel, tout le monde le dit mais c'est vrai, en 3D et un plaisir aussi de pouvoir bouger pendant sa présentation. Donc comme vous le savez, on va parler du MoCA. Donc je vais commencer par présenter le test et puis on va essayer de trouver un petit peu de temps aussi pour 3 cas cliniques très courts, illustratifs en fait, avec 3 MoCA différents. Résultats au MoCA. Alors, le Montréal Cognitive Assessment, c'est un test en fait facile, simple, discriminatif, qui a été mis au point par Zied Nasreddine, qui est un neurologue en fait canadien, mais d'origine libanaise. Et en 2005, il a publié en fait le travail de validation du MoCA dans le MCI. Donc c'est un test dont le temps d'exécution est d'environ 10-12 minutes approximativement et le nombre total est de 30 points. Et comme on va le voir petit à petit, il a des avantages par rapport au fameux MMSE et il est peut-être en train de détrôner le MMSE, en tout cas à travers le monde petit à petit. Comme on va le voir, il y a de plus en plus de travaux d'adaptation dans différents pays et donc en différentes langues. Donc en fait, Nasreddine et son équipe avaient pour objectif, comme on le voit ici, de développer un test cognitif de dépistage pour aider les cliniciens de première ligne, on va dire, first line physicians, dans la détection des MCI, un état clinique qui généralement annonce la progression vers une démence. Donc c'était vraiment pour dépister, c'est l'objectif principal. Donc voilà ici les 2 versions en fait canadiennes, puisqu'ils avaient une version en anglais et en français. Quand ils ont fait leur travail d'embalisation et validation, ils proposaient aussi bien la version française que la version anglaise aux personnes qu'ils ont testées, puisque bien sûr les 2 langues existent dans le pays. Donc le MoCA évalue plusieurs fonctions cognitives, parmi lesquelles les capacités attentionnelles et la concentration. Il évalue les fonctions exécutives, on va le voir, il y a plusieurs subtests qui sont très intéressants dans les fonctions exécutives, ce qui est déjà une différence principale avec le MMSE, qui évalue très peu les fonctions exécutives. Bien sûr, il y a des items pour la mémoire, pour le langage, pour les capacités visio-constructives, les capacités d'abstraction, le calcul qui est en fait classé avec l'attention, c'est attention et calcul, et l'orientation temporo-spatiale comme le MMSE. Alors le MoCA, comme je le disais, a été adapté, validé dans de nombreux pays. Voici juste quelques exemples. On voit par exemple une validation coréenne. Ici en Chine, en hébreu, une version malaisienne, population turque. Et comme vous le savez, il est maintenant adapté, normalisé et validé pour la version marocaine, donc le MoCA MA. Ça a été l'objet d'une publication en 2019 par Abdelhak Esded, qui est un doctorant de neuropsychologie que nous encadrons, qui va soutenir son doctorat très bientôt. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début, mais je remercie beaucoup Abdelhak pour l'aide qu'il m'a apportée pour la présentation et il m'a aidé avec pas mal de ses slides. Alors, la version marocaine, la voilà, et on vous l'a distribuée, donc vous l'avez sous les yeux. On va voir donc item par item en voyant aussi les consignes de passation, c'est-à-dire les choses qu'on va dire aux patients. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on fait des travaux en fait d'adaptation d'un test, bien sûr, cela nécessite une traduction du test Princeps, mais ce n'est pas uniquement une traduction, c'est une adaptation au contexte socioculturel, donc il faut adapter le matériel en fonction de la culture et du contexte dans lequel on se trouve. Et au Maroc, il y a aussi un point très important, c'est la diglossie. Quand on parle de diglossie, ça veut dire que dans un même pays, vous avez 2 variantes d'une même langue. Et vous le savez bien, il y a l'arabe écrit, qui est un arabe standard, médian, on va dire, qui se rapproche de l'arabe classique, mais qui n'est pas totalement l'arabe classique pur et dur.
C'est ce qui va être utilisé bien sûr, par exemple, dans les médias, pour des conférences en arabe, dans le monde du journalisme, etc. Et puis, vous avez une version orale de l'arabe, qui est donc Derija Dienna, qui est, elle, très marquée, bien sûr, culturellement, en fonction du contexte. Si on prend, bien sûr, l'arabe dialectal des Algériens ou des Tunisiens, c'est pas tout à fait la même chose que notre arabe dialectal. Donc là, vous voyez bien que, par exemple, la version marocaine du Moka ne pourra pas être utilisée telle qu'elle, avec les mêmes phrases, les mêmes mots pour les consignes orales, si elle est utilisée en Algérie, en Tunisie, pour parler de nos plus proches voisins en Afrique du Nord. D'accord ? Donc il faut toujours tenir compte de ça, et avec toutes les années d'expérience, et je rends hommage au professeur Alaoui pour ce combat pour la neuropsychologie marocaine depuis le début, il faut tenir compte de ça, et on sait très bien maintenant que toutes les consignes orales qu'on va donner au sujet examiné doivent être données derija. Si vous lui donnez une consigne orale en arabe classique ou en arabe médian, cela met une situation de distance entre l'examinant et l'examiné. C'est artificiel, et cela a été montré dans d'autres contrées que les contrées arabophones. Et donc, tout de suite, vous mettez une relation de distance et ça va complexifier la tâche que vous donnez au sujet à faire, qui est déjà suffisamment complexe, de mettre le sujet en situation de test comme ça. C'est déjà un stress. Et ça peut, cette situation de stress en elle-même peut entraîner de toute façon une petite diminution des performances cognitives au moment du test parce que le sujet est stressé, un petit peu anxieux, d'accord ? Donc bien sûr, quand on fait passer un test neuropsychologique et un test de dépistage comme cela, il faut mettre le patient en confiance, il faut avoir une relation empathique, il ne faut pas être pressé, stressé. Il faut être dans une salle de consultation seul avec le patient autant que possible. Parfois, on le fait au lit du malade. Pour nos résidents, c'est pas toujours les bonnes conditions non plus de passation d'un test. Voilà, donc je referme la parenthèse, mais tout ça pour expliquer, vous allez voir, les consignes à l'oral qui vont être proposées b'derija. Alors, on va commencer par ce subtest-là, qui analyse ce qu'on va appeler l'alternance conceptuelle. Donc, c'est inspiré en fait d'un test qu'on appelle le Trail Making Test, qui a deux parties. Une partie A où en fait le sujet va uniquement relier des chiffres, mais une partie B où le sujet doit faire un switch entre les chiffres et les lettres. Il doit relier par ordre croissant, mais en alternant à chaque fois chiffres et lettres. Et là, ce switching, ce phénomène d'alternance, on est vraiment en plein dans les fonctions exécutives. Donc c'est très intéressant. Maintenant, bien sûr, le trail making, c'est plus long à faire passer. Donc là, Nasreddine a repris juste quelques items, en fait, voilà, c'est très court. Donc, on va dire au sujet كنطلب منك ترسم خط وتناوب ما بين رقم وحرف واحترم ترتيب الأرقام وترتيب الحروف. Et on va lui montrer, بدا من هنا, en lui montrant bien sûr رقم واحد, ورسم خط الحرف ألف, ثم رقم جوج, وكمل عافاك. D'accord? Je me préférais rajouter un petit عافاك. كمل عافاك. وغتحبس هنا en lui montrant donc le dernier item bien sûr de la planche. Oui. Et si vous vous rappelez, dans un mémoire d'une de nos étudiantes de master, on avait vérifié est-ce qu'il y a une différence entre utiliser le try making test B avec des lettres latines ou des lettres arabes. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui disent non, je préfère avoir. Donc, il n'y a pas de problème. On peut utiliser aussi. On a une version avec les lettres latines. Donc, on propose le choix. Oui. Généralement, les gens qui sont bilingues, ils préfèrent les lettres. Alors, on ne peut pas entrer dans les détails, voilà. Parce que les lettres arabes, c'est difficile au niveau de la discrimination. Voilà. Et puis l'alphabet aussi. L'alphabet, réciter l'alphabet blarbiya, c'est pas un exercice qui est aussi courant que réciter l'alphabet en français.
Donc, d'ailleurs, quand on fait passer la version longue, c'est-à-dire le trail making à part, il faut toujours faire réciter l'alphabet au patient dans la langue qu'il a choisie pour s'assurer qu'il connaît bien l'alphabet déjà. Parce que là, c'est beaucoup plus long, il y a plus de lettres. Fatima, peut-être vous voulez rajouter? Donc c'était un peu la même chose, hein. Donc même pour les arabophones, en général, donc ils préfèrent travailler en arabe pour les autres tests, mais ils n'ont pas la suite automatique de l'alphabet en arabe, et ils préfèrent, voilà, et ils préfèrent donc alors qu'ils ont acquis l'alphabet français automatique, donc voilà. Ils préfèrent le passer avec donc les on lettres, donne le choix aux patients sans problème, ça c'est absolument pas un problème. Donc on donne un point si le sujet réussit toute la séquence, et s'il fait une erreur qu'il ne corrige pas de lui-même immédiatement, on ne lui donne pas de point. Qui échoue. Moins de 6 ans de scolarité, ça ne marche pas très bien. D'accord. Donc, moi, je commence par le cube, puisque c'est plus facile. Bon, les gens, donc... dessiner, ça met à l'aise un peu. Avant de passer, puisque sinon, il ne faut pas mettre le patient en échec d'emblée. Et c'est souvent... Bon, les malades, c'est qui ont des problèmes cognitifs. C'est un test qui est de fonction exécutive qui est relativement complexe. Où beaucoup de gens, donc, effectivement, échouent, en particulier les Alzheimer, voire aussi les Parkinsoniens avec MCI. Donc, on peut commenter, on peut intervenir. C'est juste qu'on aura un petit timing à respecter. Donc, intervention courte, s'il vous plaît. Si vous avez des choses à rajouter, merci beaucoup, mais ciblées. Alors, ensuite, on a donc les capacités visio-constructives. Donc, c'est le cube. Donc, on demande aux patients bon, après, c'est vrai que l'espace sur la feuille est un peu petit, les sujets sont pas toujours à l'aise. Vous lui donnez une feuille à côté et il copie, sera plus à l'aise avec une grande feuille. Donc ça, voilà. Alors, les points, bien sûr. Comment coter ce point? Un point. Il faut que le dessin soit tridimensionnel, que les arêtes soient présentes, qu'il n'y ait pas d'arêtes supplémentaires et que ça soit relativement parallèle quand même. Voilà, qu'on reconnaisse bien, le cube est à peu près de même longueur approximative. Alors ensuite, il y a le fameux test de l'horloge. Donc ça, c'est un grand plus aussi par rapport au MMS. Et le test de l'horloge, c'est un test tout seul, à part entière, qui est très très intéressant parce que ça apporte énormément de renseignements sur le plan du fonctionnement neuropsychologique. Donc c'est du visio-constructif, c'est beaucoup de fonctions exécutives aussi, bien sûr, du visio-spatial. Donc voilà, là c'est vraiment des points tout à fait, en fait, un subtest très intéressant. Donc on avait beaucoup discuté sur la consigne, en particulier pour le nom des aiguilles Blarbiya. Alors on va voir, parce que voilà, ces consignes orales ont été discutées il y a quelques années, comment traduire. Aqarib. Mouriyet. Finalement, c'est le mot Aqarib, ça n'est pas reconnu. دونك غنطلب منك دابا ترسم الساعه ودير فيها جميع الارقام. رسم الموريات باش تكون في الساعه 11 وقسمين. عافاك الا جات على خاطرك. Donc un point, donc 3 points en fait, hein. Un point pour chacun des 3 critères suivants. Le contour, donc un point s'il fait un cercle, parce que là il y a des versions de l'horloge où on donne au sujet le cercle. Mais là, ça c'est déjà intéressant. Est-ce qu'il dessine bien le cercle? S'il doit placer tous les chiffres et numéroter les chiffres, hein, c'est-à-dire pas juste mettre les traits comme sur les montres sans chiffres, bien les placer, et puis les aiguilles, et bien sûr la position des aiguilles, sachant que normalement au sens strict, il faut respecter aussi, c'est la petite aiguille. D'accord? La différence entre la taille des aiguilles, l'aiguille des heures est petite, l'aiguille des minutes est plus longue. Et aussi 11h10, eh ben, le 11 doit dépasser un peu, la petite aiguille doit dépasser un peu le 11, mais bon, on va pas être trop strict, ça va, quoi. Alors ensuite, il y a le test de dénomination. Pardon, je vous montre là. Donc là aussi, ça avait été beaucoup discuté pour le rhinocéros. On n'était pas toujours d'accord, et peut-être qu'il faudra qu'on revoie maintenant qu'il y a de l'expérience un peu des uns et des autres.
parce que ça passe pas très bien. Alors, s'il dit rhinocéros en français, bien sûr, ça passe. Wahid al-Qarn, ça sort pas beaucoup, peut-être. C'est le problème des tests neuropsychologiques en général dans un pays où il y a encore beaucoup de gens qui ont un faible niveau d'instruction. Dès que vous avez un bon niveau d'instruction, les gens qui ont dépassé le primaire, ils n'ont pas de problème. C'est pour ça, dans mon expérience, les gens de plus petit niveau, le mot ne marche pas très bien. Je préfère faire le MMS avec l'horloge. Les deux. Mais Wahid al-Qarn, c'est quelque chose, dans la scolarité classique de l'école marocaine, c'est quelque chose qui, généralement, ça ne pose pas de problème. Mais bon, peut-être qu'il faudrait changer. Après, c'est vrai que le but n'est pas de mettre un animal très facile à reconnaître. Même dans la version anglaise ou française, le rhinocéros, c'est pas l'éléphant, par exemple. Exactement, le chameau pour les Canadiens, c'est pas un animal fréquent du contexte. Donc, il faut peut-être trouver quelque chose. Très bien. Donc, un point pour chacun des. Il faut prendre le micro parce que je pense que si vous voulez intervenir, on ne vous entend pas. Oui, je disais qu'il y a un certain nombre de critiques qu'on peut faire par rapport au moquin, mais peut-être qu'on les fait peut-être après, je ne sais pas si on les fait au fur et à mesure ou on les fait après. Oui. Très bien. Alors ensuite, il y a donc l'item en fait mnésique. Donc on va commencer par lire la liste de mots. Le patient doit répéter les mots immédiatement. On fera ensuite un deuxième essai. De nouveau, on relève ses réponses, mais on coche les réponses, c'est-à-dire les mots qu'il a restitués, mais c'est pas noté. D'accord ? Ça, c'est en fait le phénomène d'encodage. On va lui demander de retenir ensuite, comme on va le voir de toute façon sur la consigne. Donc la consigne, on le prévient. هذا اختبار ديال الذاكرة. غادي نقرا لك شي كلمات وخصك تعقل عليهم، انتبه مزيان، ومنين سالي خصك تعطيني اكبر عدد ممكن من هاد الكلمات اللي تقدر تعقل عليهم في الترتيب اللي بغيتي. Donc, comme j'ai dit, le rythme de 1 par seconde, hein, c'est ce qui est classique, bon voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé, un mot par seconde, et ensuite, il lit donc la liste de mots une première fois, on coche par ce qu'on veut, une croix, et lorsque le sujet a terminé, quel que soit, hein, même s'il a répété tous les mots la première fois, on lui redit la liste de mots et il refait un deuxième rappel immédiat. Donc la consigne entre les deux rappels, on lui dit d'abord غادي نعاود نقرا لك دوك الكلمات وخصك تعطيني اكبر عدد ممكن من الكلمات اللي عقلتي عليهم وبهادوك اللي قلتي لي في المره الاولى. D'accord, parce que certains sujets comprennent qu'il faut dire les mots qu'il n'a pas dit la première fois. Donc on le prévient que خصو يعقل على هاد الكلمات، حاول تعقل على هاد الكلمات حيت غادي نطلب منك تعاود تقولهم لي من بعد. Donc aucun point pour le rappel immédiat après le premier et le deuxième essai. Ça c'est pour ensuite. Non, là c'est un rappel immédiat. D'accord, on lui lit les 5 mots et il les redit immédiatement. D'accord. Normalement, c'est un rappel immédiat, donc c'est immédiatement. Les 5 mots. On lui lit les 5 mots. Et il les répète immédiatement. Bon, après, s'il ne les répète pas immédiatement, c'est qu'il y a un problème, de toute façon. Peut-être... Je comprends un peu ce que dit Dr Houmes, parce qu'en fait, parfois, il y a des patients qui... ils vont répéter plusieurs fois pour essayer de retrouver. Donc, en fait, ils font déjà un entraînement. C'est autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un autre biais, en fait. Mais là, l'objectif, c'est juste de consolider pour qu'ils puissent garder en mémoire. Effectivement, il faut qu'ils répètent une fois ce qu'ils se rappellent de ces 5 mots. D'accord ? Et s'il y a un patient qui fait ça, qui le répète, on va l'arrêter, on va lui dire de toute façon d'accord, donc il faut pas le laisser lui se répéter à haute voix, d'accord. Les patients lents
Oui, peut-être certains patients parkinsoniens ou d'accord. S'il est vraiment lent, immédiatement rappel immédiat, ben, certainement il ne va pas arriver à les rappeler les 5. Alors, il y a une remarque par rapport aux consignes qui sont il faut s'entraîner à utiliser des consignes, on peut les changer. Bien sûr, c'est pas strict. Donc, il ne faut pas donner C'est le sens général. une fois qu'on a appris, on a sa façon de dire. Mais dans ce qui est important aussi, c'est de dire aux patients qu'on va lui demander après. De les rappeler. Parce que ce n'est pas la même chose. Dans le MMS, c'est la même consigne d'ailleurs. C'est une consigne importante. Le MMS aussi. C'est عليهم غادي تسقسيك عليهم. Et le MMS c'est codé, le rappel immédiat, ici c'est pas codé. Oui. Tout à fait. Alors ensuite, donc les items attentionnels. Clinique. C'est quand même la mémoire immédiate. Oui, mais avec le président. C'est permis. Donc ensuite, c'est l'empan, le fameux test du span digital, où on lit au sujet une série de chiffres. Donc c'est l'empan numérique en ordre direct, et puis ensuite en ordre inverse. Donc غادي نقول لك شي ارقام ومني نحبس عاودهم مورايا بنفس الترتيب اللي فاش قلتهم لك انا. Bon. Donc là, on va ensuite procéder à un empan numérique inversé. Donc là, on lui dit de les dire en ordre inverse. Mais là, c'est juste 3 chiffres. D'accord? On lui donne dans l'ordre et il doit le dire en ordre inverse. Donc 1 point pour chaque. Et le troisième item dans les capacités attentionnelles, concentration. Donc là, on va lire une série de lettres à un rythme de 1 par seconde. La consigne c'est غادي نقول لك شي حروف ومني تسمع حرف الف خصك تضرب بيدك على المكتب على الطبله مره واحده ومني تسمع شي حرف اخر ما دير والو ما تضربش. Donc là voilà, on est dans les capacités de concentration. S'il y a plus d'une erreur, aucun point n'est alloué. Donc voilà ici. Et puis le quatrième sous-score en fait des capacités attentionnelles, c'est le calcul sérié. Donc là c'est comme dans le MMS, vous savez c'est le 100-7. Donc la même chose. دابا غتحسب 100 ناقص 7 ومن بعد نقص 7 في كل مرة وكمل حتى نقول لك تحبس عافاك. Donc cet item est coté sur 3 points. Puisque voilà, il fait 100-7 à chaque fois là, comme on le voit ici. C'est bon, quelque chose là. Le micro, monsieur. C'est-à-dire qu'on lui donne 3 points s'il a fait que 2 erreurs, pas uniquement, donc on n'enlève pas. C'est pas comme le MMS, c'est tout à fait différent. Mais bon, c'est effectivement classique. Dans la consigne, vous avez dans la... Oui, mais s'il fait une erreur... Parce que là, il doit faire 1, 2, 3, 4... Il fait 5 calculs. Il fait 5 opérations. S'il fait 4 ou 5, donc s'il fait une erreur, il a les 3 points. Voilà. S'il fait 2 erreurs, c'est là qu'on enlève 1. S'il a 2 à 3, il a 1 point. Et après, bon, bien sûr, s'il a une seule, il a 2. Tandis que le MMS, c'est 5 points. Et une erreur, c'est 1 point. Réponse avec 1 point. Donc c'est différent. Ça favorise un petit peu. Le premier nombre, et après il fait de bonnes soustractions, on compte juste. Oui. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire si, par exemple, comme dit Fouzi, la première est erronée, mais qu'ensuite le retrait de 7 est correct, on la compte, bien sûr. Ça veut dire que l'examinateur doit être bon en calcul mental aussi. Oulala, 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 92 moins 7, ça fait combien? Alors ensuite, il y a le langage. Donc répétition de phrases. Là aussi, il y avait eu pas mal de discussions avec M. Adawi pour trouver les phrases, parce qu'il fallait s'inspirer. Bien sûr, c'est des phrases parfois complexes ou avec deux parties en fait dans la phrase.
Donc, par exemple, قد كيتخبى تحت الطبلة ملي كيدخل الكلب للبيت. Donc, vous voyez, c'est quand même une phrase un petit peu compliquée. Et puis, la deuxième phrase, c'est قنعهم المحامي بالحجج ديالو. Parce que je pense dans la version anglaise, c'était aussi législation comme ça. Donc, un point alloué pour chaque phrase correctement répétée. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, pour un sujet normal, il n'y a aucune difficulté à répéter. Non, c'est exactement. Mais non, non, il faut. En fait, il faut bien lui préciser qu'il doit répéter exactement la même C'est chose ça. que toi. La consigne, il faut lui dire la même chose. Oui. Ça, c'est strict. C'est exactement la même phrase. Voilà, c'est répétition. Dans le langage, on cherche les capacités de répétition. C'est vrai que là c'est sur le MMS, mais le mafiala illa ou lahta, en fait, ils arrivent facilement à le dire parce que d'un point de vue sémantique, c'est une phrase qu'ils connaissent. C'est pas une phrase, normalement, il faut que ce soit une phrase qui. Par rapport au. Voilà. C'est ça. Même en. De toute façon, même en français, la phrase du MMS est en anglais. Pas de mais, de si, ni de et. C'est quelque chose qu'on dit en français aussi. Donc, même la phrase anglaise. Donc ensuite, pour la fluidité verbale, donc là c'est un petit peu plus long à expliquer parce qu'il y a certaines choses que le patient ne doit pas faire, ne doit pas donner certains mots. Donc غنطلب منك تعطيني أكبر عدد ممكن من الكلمات اللي كتبدا بواحد الحرف اللي غنقول لك من بعد. يمكن لك تقول أي كلمة ما عدا الأسماء الشخصية والأرقام وإعراب الأفعال. Donc à ce moment-là, on peut donner quelques exemples. Il y en a quelques-uns qui sont donnés. وكذلك الكلمات اللي كتنتمي لنفس العائلة. Et là aussi, on va dire par exemple عظيم, عظمة, عظمة. وغادي نقول لك تحبس من بعد دقيقة. Donc مستعد. Oui, il faut prendre le temps d'expliquer parce que effectivement les sujets ont tendance, par exemple les dérivations d'un mot, كتب, كتاب, etc. Ça, c'est des choses que les sujets vont faire parce que c'est facile. Donc il faut bien, c'est pour ça que c'est bien précisé au début avant de démarrer dans la consigne. Donc مستعد يلا اعطيني عافاك أكبر عدد ممكن من الكلمات اللي كتبدا بحرف ف. Donc on va coter un point si le sujet arrive à trouver plus de 11 mots, supérieur ou égal à 11 mots, en une minute. Donc là, il faut avoir un chronomètre, bien sûr, il faut comptabiliser, parce que là aussi c'est strict, c'est une minute et on compte. Il est bien, d'ailleurs, c'est toujours de bonne guerre, de noter aussi les productions du patient, ça peut aider pour autre chose aussi, pour voir un petit peu comment il fonctionne aussi, est-ce qu'il fait des liens, voilà, des liens aussi sémantiques ou phonémiques. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne en fait dans sa recherche en fluidité et flexibilité. Et en cas d'erreur, c'est-à-dire pendant la minute, il donne ces 11 mots qui sont justes, il donne d'autres mots qui sont interdits. Alors, normalement, il faut le laisser dire et ne pas corriger, d'accord? Sauf si, au début, vous voyez qu'il part et ça veut dire qu'il n'a pas compris la consigne, d'accord? Peut-être que d'emblée, il va vous donner plein de noms qui commencent pas par le fa, donc là, il y a un problème, d'accord? Mais s'il commence à donner, au début, ça va, et puis tout d'un coup, vous voyez qu'il part et qu'il y a un glissement et qu'il ne respecte plus la consigne, ça peut être démonstratif qu'il y a un problème mnésique et qu'il a oublié la consigne, qu'il y a un problème de compréhension, qu'il y a un problème exécutif avec un problème de maintien de stratégie de recherche. C'est très instructif aussi, le type d'erreur qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut les noter, d'accord? Donc la cotation, c'est...
Voilà, un point s'il donne plus, 11 mots et plus. S'il en donne plus, ben tant mieux. Ah non, on va compter que ceux qui obéissent à la consigne. Il va donner 11 bonnes réponses. Oui. Il va donner 4 mauvaises. Oui, On ne tient pas compte. on donne le point. S'il y a eu 11 mots qui obéissent aux consignes. Mais on relève sémiologiquement ça. Oui, On passe sur le score, mais ça vous donne une idée. c'est comme ça que vous faites. Si le cas se présente, Fatima, on donne le point. Mais effectivement, donc, moi, si par exemple il a donné je sais pas, 25 mots, et que sur ces 25 mots, donc, il a 14 avec la lettre, mais les autres qui sont faux, donc c'est pour vous l'avez dit, donc les corriger aussi. Alors après, ensuite, quand on va interpréter, on va tenir compte de ces erreurs, mais pour autre chose. Alors sachant que souvent c'est un test qui n'est pas isolé, donc il y a Oui. Effectivement. Le bain, le bain. Alors sur Si, la si, version c'est que le bain. j'ai, c'est le bas. Le F, c'est en français. Mais vous l'avez oui. sur le... Là, le C'est bain. le bas. C'est le bain. Bon. Le bain, Il y a parce une qu'on erreur. on avait déjà des normes. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Effectivement, il faut écrire. Prendre la liste des mots. Alors que le malade, ils disent. D'un autre côté, il faut accepter des mots en français. C'est pas un problème. Les gens qui vous disent l'arabe ou le français, l'essentiel, c'est que ça commence avec le bain. Mais en français... Pardon? Non, non. Non, 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 ça c'est une minute. Dans les là. tests, on ne peut pas jouer avec les consignes. Non, non. On peut pas- Non, non, pardon. Oui, s'il vous plaît. Le test de fluence, seul, on peut donner 2 minutes. C'est classique de faire 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. D'accord? Mais là, dans le MOCA, c'est 1 minute. Autrement, vous allez vous retrouver, c'est trop facile. En 2 minutes, il va trouver 11 mots, c'est trop facile. D'accord? Donc il faut quand même suivre, bien sûr, les consignes du test. Par contre, le bas en français et en arabe, pour l'affluence peut-être sémantique qui n'existe pas là. Oui. Si on lui demande des noms de fruits, des noms d'animaux, en arabe, en français, moi je laisserai passer. Mais là, quand même, s'il dit Bahera et qu'ensuite il me dit bateau, bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est le même mot. Oui. Moi, Bateau, je compterais. bon, moi, je l'accepte. Non, si on le fait passer en arabe, je dirais c'est en arabe peut-être quand même, non? Non, et on accepte. Oui, il faut accepter effectivement que ce soit. Moi, c'est ce que je leur dis. Derija. Derija ou la بالعربية. Oui. Bota, vous allez l'accepter. Botagaz. Bola, vous allez l'accepter, d'accord? Bon, c'est ce qui va dire. Oui. C'est important. Mais donc, bon, français, arabe, effectivement. je sais pas. D'accord. Voilà, derrière. ben, voilà, les difficultés encore du bilinguisme, Oui, de la c'est- diglossie. Mais l'essentiel, c'est parce que qu'est-ce qu'on a? On veut voir comment il y a l'accès à son lexique. Oui. Et le lexique chien bilingue, il est comme ça, il est mélangé. D'accord? Et par rapport à suivre les consignes d'un test, puisqu'il y a la suite, si vous lui donnez 2 minutes, vous allez jouer sur le temps que vous avez demandé à retenir les 5 mots. Vous avez augmenté le temps. D'accord? Mais ça, c'est une règle générale. Si on a un test, il faut absolument suivre les consignes du test. Sinon, ce n'est plus le test que vous utilisez. Oui. Très bien. Alors ensuite, il y a donc un item qu'on appelle les capacités d'abstraction. En fait, c'est une épreuve de similitude. C'est classique là aussi en neuropsychologie. Mais la consigne n'est pas facile. Et ça, c'est tous les neuropsychologues dans toutes les langues du monde. Vous aurez toujours une grande discussion passionnée pour comment vous dites à votre patient comprendre qu'est-ce qu'on lui demande. Parce qu'en fait, on lui demande d'extraire la catégorie de 2 ou plus items qui appartiennent à la même catégorie, mais on lui dit pas donnez-moi la catégorie de ces mots, parce que c'est trop facile. Il doit lui-même avoir cette capacité d'abstraction. Et donc, en quoi, par exemple, une orange et une banane, ça se ressemble? Et بالعربية غطلب منك تقول لي فاش كيتشابه الليمونة ou banana. Bon, bah moi des fois il y a des patients qui me disent mais كيتشابهوش. ليمونة راهي ليمونية ومدورة والبنانة طويلة وصفراء. Moi il y a un patient qui m'a dit ça un jour. Bon, bah oui vous avez raison, c'est vrai. Alors, ça c'est l'exemple. Oui, alors justement donc Mais moi, j'utilise, je demande parce que tes chevaux, ça marche pas. c'est ça, ça marche pas. Je veux dire qu'il est self. Senf.
والتصنف En français catégorie, parce que ça c'est l'exemple. شنو يجمع بيناتهم parce que même الصنف c'est pas toujours compris. Bah, c'est la catégorie. Même la catégorie. Est-ce qu'on facilite pas trop aux malades aussi? La police. Oui, on lui donne l'exemple. C'est l'exemple, c'est l'exemple. Déjà, l'exemple n'est pas. Non, mais on va lui donner. Oui, oui, parce qu'on lui fournit l'exemple, tout à fait. C'est justement pour aider à ce qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qu'on attend. Donc l'exemple facilite en fait la compréhension de la consigne. Voilà, donc et on dit bien justement si le sujet ne donne pas la bonne réponse, dites vous mabjouj fawakih. Donc là du coup, bah voilà, on lui a fait comprendre. Donc ensuite دابا قول فاش كيتشابهوا الدراجه والقطار الساعه والمسطره et donc là normalement il va extraire mais après on donne pas d'instructions ou d'indices supplémentaires. Donc les instruments. لا كونسين ديال الساعه والساعه دونك اون شيرش واش يلقى الارقام اولا انا كنحسبوا بهم زعما كنحسبوا بهم شي حاجه قياس واحد القياس Instrument de mesure, ولا قياس. في دي شيفر Si vous dites كنحسبوا بهم bon. ولا يقول لك بجوج بهم عندهم فيهم ارقام وكيسموا Là, c'est pas une catégorie. بجوجهم عندهم أرقام. C'est comme بجوجهم كيتكالوا pour les fruits, par exemple. بجوجهم كيتكالوا, c'est Bah, ce que. pas la catégorie des fruits. Là, moi, je donnerai pas un point. Non. Si on veut voir quelques illustrations, il faut. Non, mais je pense que c'est le plus important dans un test, c'est de comprendre les consignes, puisque c'est de ça qu'on va interpréter, tirer là. Moi, j'ajoute, puisque تشابه, ça marche pas très bien. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ كيفاش يتشابهوا ولا شنو هي العلاقة بيناتهم؟ Quelle est la relation? Il faut qu'on les rajoute dans les consignes. Il faut qu'on les rajoute. Il faut qu'on l'ajoute dans les la consignes. consigne, effectivement. Après. Instrument de mesure. Non, oui, pardon, non acceptable. Ils ont des roues, ils roulent. Voilà, la définition par l'usage. Ils se mangent, les fruits. Alors, ensuite, on a donc l'item de rappel. Donc, les mots qu'on a demandé au sujet de répéter immédiatement 2 essais. On va lui dire donc ديك المجموعه ديال الكلمات اللي شفنا قبيله on peut dire comme ça غنطلب منك تقولهم لي اللي قلت لك تعقل عليهم دابا غادي تحاول تفكرهم وتعاود تقولهم لي. Donc là par contre bien sûr on donne un point pour chacun des mots rappelés spontanément et sans indice. D'accord? Donc c'est un rappel différé, spontané, libre, ce qu'on appelle le rappel libre. Ça, c'est coté. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas coté dans le mot-cas, mais qu'il est très intéressant de faire. Si le sujet ne rappelle pas les 5 mots, on va lui dire, je vais vous aider. C'est facultatif, hein. Je vais vous aider à retrouver les mots que vous n'avez pas retrouvés. Et là, on va lui donner la catégorie du mot. D'accord? Là, on est en train de faire ce qu'on appelle un indissage pour le rappel. Alors que l'indissage n'avait pas été fait pour l'encodage, pour la mémorisation de ces items. C'est intéressant parce qu'on va voir après dans les cas cliniques que c'est très différent comme profil mnésique, comme s'il y a des troubles mnésiques qui sont sensibles à l'indissage. Donc on peut le faire. Et puis vous avez ensuite donc l'orientation temporospatiale classique, واش تقدر تقول لي التاريخ ديال اليوم. Et si le sujet, donc bien sûr le tarikh, la date complète, et si le sujet donne une réponse incomplète, à ce moment-là, on va l'aider en lui donnant chaque partie en fait de la date. Donc, شمن عام حنا, شمن شهر, شحال اليوم في الشهر, ou سميت اليوم. Et puis, pour l'orientation donc spatiale, قول سميت البلاصة اللي حنا فيها دابا وفي أي مدينة حنا. Donc un point alloué pour chacune des réponses exactes.
Oui, c'est vrai qu'on est passé sur les mots. J'ai pas montré les mots بالعربية. Pardon, j'ai pas les mots بالعربية. Ah. Oui, pour l'indice, une partie du corps. Voilà. Juste. Après, c'est pas coté, hein. Donc. Ben justement, voilà. C'est peut-être un petit peu ce qui fait la supériorité du MoCA dans la détection de troubles cognitifs légers. Il y a déjà 2 mots de plus, et c'est une difficulté supplémentaire. Et bon, peut-être c'est ça qui fait un petit peu sa supériorité pour le MCI. Oui, rappel différé un peu plus long. Voilà. Donc finalement, le total sur 30 points. Donc en fait, si on veut subdiviser comme on a vu, hein, voilà comment ça se répartit. Alors, Nasreddin, dans leur version, dans leur article, ils allouent en fait 1 point si la scolarité du sujet est inférieure à 12 ans et si le score, bien sûr, est inférieur à 30. On ne va pas lui donner 31, mais s'il a moins de 30, on rajoute 1 point au cas où moins de 12 ans d'instruction. Les Canadiens. Moins de 6 ans d'années d'études. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on peut utiliser si on doit faire des MoCA rapprochés? Pour les faire retest. Oui, pour les faire. Il n'y avait pas de liste parallèle à ma connaissance. Hein. Mais c'est une très bonne remarque. Parce qu'effectivement, dans le MMS, il y a une liste parallèle. Le Grobert et Bush, qu'on a une liste parallèle. Bon, Grobert et Bush, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour éviter cet effet retest. Alors, pardon, à quoi il faut faire attention aussi, c'est si vous faites le MMS, et puis que tout de suite après, vous faites le MoCA, par exemple, dans la même séance de test. Il y a des effets d'interférence et le malade peut évidemment, par exemple, confondre les 2 listes de mots. Et si vous faites le MMS avant, vous pouvez avoir un mot du MMS qui va ressortir au moment du rappel des mots du MoCA. Donc, bon, en général, il faut faire l'un ou l'autre, ou alors à une deuxième séance si vous avez envie de voir quand même, parce que le MMS, c'est quand même classique d'avoir le score au MMS, tout le monde parle du MMS. Donc, il faut faire attention à cet effet aussi d'interférence entre des tests qui utilisent des subtests similaires. Alors, bon là, c'est un petit peu pour regrouper, hein, parce que finalement, vous voyez qu'il y a des subtests, mais les grandes fonctions qui sont explorées, donc le langage pour la dénomination, la répétition de phrases, les fonctions exécutives pour l'alternance avec l'équivalent du trail, l'horloge, l'affluence verbale, attention et calcul et les similitudes, tout ça, c'est les fonctions exécutives. Donc, vous voyez que c'est intéressant, le MoCA, hein, sur ce plan-là, le rappel différé pour la mémoire épisodique, le dessin du cube pour le visio-constructif et l'orientation temporo-spatiale. Alors, juste pour vous montrer que donc le MoCA est normalisé dans la population marocaine, donc ça veut dire qu'on a des normes chez les sujets normaux, c'est ça que ça veut dire, hein, avoir les normalisations d'un test. Donc, Abdelhak Esded avait fait passer le MoCA à 120 sujets normaux qu'on avait bien sûr jugés normaux parce qu'ils avaient eu d'autres tests neuropsychologiques pour dire qu'ils sont normaux. Il y avait des critères d'exclusion. Et puis, une étude de validation, c'est-à-dire que vous validez le test en situation pathologique pour voir est-ce que le test est discriminant pour détecter des sujets qui ont débuté une pathologie. Donc, il a été validé chez des sujets maladie d'Alzheimer, 40 patients versus 40 contrôles, bien sûr. Il y avait des critères de niveau d'instruction. Oui. Toujours. Voilà, c'est comme là. Voilà, je les montre. Donc, c'est toujours réparti, bien sûr, par genre, masculin, féminin, par tranche d'âge, comme on le voit ici, d'accord? Donc là, il y avait 18, c'est vraiment juste presque 40, donc 39. Ensuite, vous incluez le 40 jusqu'à 59, 60, et puis 70 ans et plus. Donc là, vous voyez, bien sûr, hein, de façon un petit peu attendue, c'est des sujets âgés normaux, hein, je dis bien sûr. Vous voyez que forcément, il y a quand même une petite perte. Mais l'essentiel, c'est de savoir... Oui, bon,
Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On perd 0,30 sur des normes statistiques. Maintenant, ça veut dire qu'il y aura sûrement dans les normes des sujets de 40 ans qui avaient un score supérieur à un sujet de 25 ans. Bon, donc... Et puis, là aussi, ce qui est très intéressant, pardon, c'est juste, je termine, c'est bien sûr, en fonction du niveau d'instruction. Donc, on les a répartis, voilà, 3 à 6 ans de niveau d'instruction, ce qui est faible, hein, c'est jusqu'à 6 ans, certificat. Bon, maintenant, c'est 6 ans d'études primaires. École primaire, 7 à 10 ans, et puis plus de 11 ans de niveau d'instruction. Et on voit, bien sûr, qu'il y a un effet clair aussi du niveau d'instruction. Merci, je pense que c'était la dernière. La courbe, elle est un petit peu trompeuse parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une grande pente, mais quand on regarde, il y a juste un point de différence. Oui, oui. Hein, c'est pas il faut regarder les chiffres. Bien sûr, il y a des écarts types, mais il faut regarder, comme ce que je disais là, entre cette tranche et cette tranche, c'est 0,14, quoi, ou 0,20 en moyenne. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Comme je vous disais, j'ai prévu 3 petits cas cliniques courts, surtout pour montrer une planche de passation de 3 patients, 3 cas différents. Donc, je pense qu'on a encore une dizaine de minutes. Alors, premier cas clinique, c'est une patiente de 73 ans qui est droitière, 13 ans de scolarisation, elle est fonctionnaire à la retraite. Elle a été reçue pour exploration de ses fonctions cognitives devant une plainte mnésique. Et en fait, c'est elle qui s'est inquiétée. Elle avait une plainte depuis quelque temps assez banale. J'oublie où je pose mes objets. Ça, on a l'habitude, on le fait tous nous-mêmes. Si vous n'êtes pas organisé d'accrocher les clés ou de poser les clés à la porte de la maison, ben, le matin, en sortant pressé pour aller au travail, vous allez tourner pendant 10 minutes pour chercher vos clés. Donc, ça nous arrive à tous, hein. Les moins jeunes et les plus jeunes, peut-être. Donc, en tout cas, ça l'avait pas alerté. Ce qui l'a alerté et ce qui l'a poussé à consulter un neurologue, c'est le jour où, à Margène, elle n'a pas retrouvé sa voiture dans le parking et elle a tourné pendant 1 heure, sous le soleil, en étant perdue, ne se rappelant plus où elle avait posé sa voiture. Bon, donc ça l'a quand même inquiétée. Elle s'est dit, oh là là, là maintenant, ça commence à devenir sérieux. Fonctionnement quotidien, à part cet épisode-là, normal, tout à fait normal. Voilà, elle conduit sa voiture, elle va faire ses courses. C'est une dame qui lit, qui bouquine, qui a une activité sociale bien. À l'entretien, donc, nosognosique, bien sûr, c'est elle qui se plaint, qui est venue consulter, bien orientée, contact agréable, très adapté et très collaborative à la passation des tests. Donc, antécédent d'HTA sous traitement et opéré il y a 5 ans. Pour un problème vésical, mais finalement c'était un polype non néoplasique. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir le MoCA. Finalement, j'aurais peut-être pas dû mettre les commentaires parce que on aurait dû faire ça ensemble. Je vais bouger. D'accord, pardon. Oui, l'horloge à Afek. Voilà l'horloge. Voilà le trail. Bon, elle n'a pas terminé, puis là, hop, elle a pas respecté la consigne. Le cube, 1 point. D'accord? Alors, on revient. Donc là, elle a perdu 1 point ici, d'accord? Le reste était bon, donc 4 sur 5. Là, pas de problème. Au niveau, donc là, je pense il y a eu quand même, oui, elle a oublié un en rappel immédiat, mais de toute façon, c'est pas coté. Ensuite, en calcul, elle a perdu 1 point, là, d'accord. Elle a perdu quand même 1 point ici, d'accord, ce qui est quand même pas difficile pour un sujet de ce niveau. Elle est comme ça, c'est quand même, voilà, au niveau attentionnel, c'est pas terrible, quoi, comme test. 1 point en abstraction pour les similitudes, mais bon, voilà. Comme toujours, et 3 points en rappel quand même. D'accord? Elle ne rappelle que 2 mots sur 3. Là et là. Alors, je ne sais pas s'il a noté là. Oui, voilà. Et puis tout à fait bien orienté, 6 sur 6. Alors, est-ce que c'est alarmant? Quel est le profil un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les fonctions atteintes? Bon, déjà, c'est normal, 22 sur 30. Non. Pour un sujet de cet âge, une dame quand même d'un bon niveau d'instruction,
qui travaillait à l'écrit aussi, bon, qui est active, c'est pas normal. D'accord? Maintenant, 26. Il y a un cut-off globalement en 26. Voilà. Donc, elle est quand même beaucoup attentionnelle et disexécutive, parce que ça, voilà, elle aurait quand même dû réussir facilement pour un sujet toujours. Hein, c'est toujours bien sûr le niveau d'instruction, on revient là-dessus, l'abstraction peut-être, et les 3 points en rappel. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'indissage. Donc cette dame, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lui dit après ça? Vous êtes à votre consultation, vous avez fait ça. Est-ce qu'on a une réponse à lui donner? Donc docteur Motet dit, il faut pousser plus loin. Oui. C'est-à-dire? Il y a quand même des troubles exécutifs, il y a quand même, elle a quand même, là, bon, bien sûr, en dehors des examens classiques, imagerie, bilan de sang, etc. Et après ça, envisager l'imagerie, l'IRM, bien sûr. Et bilan de sang, thyroïdien, vitaminique, etc. Et si on n'a pas d'explication évidente, pousser par rapport aux tests neuropsychologiques. Donc, par les tests. D'accord? Est-ce qu'il y a du cognitif pour le confirmer? Il y a Fouzi aussi qui veut dire Le quelque chose. confirmer. Est-ce qu'elle a réagi à l'erreur du trail? Est-ce qu'elle a dit que c'était, elle a constaté que c'était faux parce que non? Non, je pense que. Elle a rendu la copie, était fière. Oui, c'est ça, parce que tu vas pas, si le sujet échoue, tu vas pas lui dire non, attention, là c'est pas ça. Non, c'est juste parce faut que pas le cube insister. est bien fait, l'horloge est Oui. bien faite. Oui. Et voilà. C'est vrai qu'il faut interpréter dans l'ensemble. Le cube, c'est une chose différente. C'est des activités vidéo-constructives. Ça n'a rien à voir au niveau cognitif par rapport au trail. On peut dire elle a bien fait l'horloge. Oui, mais même l'horloge au niveau cognitif, c'est pas la même chose. Lorsqu'on dit fonction exécutive, alors il y a 4, 5, Oui, 6, 7 parce que là c'est l'alternance, c'est le phénomène de switching, hein, et de maintien de stratégie. Et l'inhibition aussi. Et l'inhibition, parce qu'elle On doit a- inhiber faut d'aller in- d'un chiffre à un Il faut chiffre, inhiber quand elle est dans le chiffre. Donc, c'est ce plus qu'elle n'a pas complexe. fait. Oui. Oui. Fatima? Je vais quand même un peu conforter ce que dit professeur Belhassan, parce qu'en fait, moi je suis un petit peu embêtée quand même par ce trail making test là dans le MOCA, pour la simple raison que si on regarde bien, ce qui est utilisé là comme exercice de flexibilité, c'est quand même l'exemple du trail making test. Or, quand on fait passer un trail making test, ça on l'utilise pour exemple, et c'est-à-dire que justement, on s'assure que le patient est bien compris pour le faire, et c'est après qu'on va juger de l'ensemble. Donc, c'est vrai que là, chez le patient, c'est quand même cohérent parce qu'il y a d'autres choses après. Mais je sais C'est pas. vrai que Moi, je suis pas sûre que ça, dans ce la soit vraie une- version du c'est trail, ça, ouais. on lui explique, il fait ça comme exemple, et ensuite il a le grand feuillet de passation avec toutes les bulles. Oui, mais je pense que le test lui-même et l'expérience de Nasreddin et son équipe, ils ont bien travaillé, vu les différents subtests. D'accord? Et pour quelqu'un qui échoue ici, c'est qu'il y a quand même un problème. S'il a un bon niveau d'instruction. Et Parce que déjà là, on voit aussi le type, qu'est-ce qu'elle a fait aussi. Hein? واحد ألف جوج rien ensuite جوج ثلاثة أربعة elle est partie. Exactement. Et Bon, par exemple, lorsqu'on fait le bilan, l'exploration neuropsychologique de cette malade, on va regarder, de toute façon ça fait partie du bilan systématique, on va faire le trail A, qui sont que les chiffres, et on va regarder le trail B. Et le trail B classique, on arrive jusqu'au chiffre 13. D'accord? Et à la lettre L, donc c'est beaucoup plus complexe, et là ça permet de confirmer, et puis on va faire d'autres tests. il y a Dr Wahman, je pense qu'il y avait. Non, mais on va laisser là, effectivement. Oui, pardon, excuse-moi. Il faut s'assurer que le patient n'est pas sourd, je voulais le dire tout à l'heure. On ne peut pas faire un bilan neuropsychologique chez quelqu'un qui n'entend pas. C'est pas possible.
et les lunettes. Mais la surdité. Chez des gens qui sont relativement sourds, et on a fait l'exploration. Quelques malades. Le malade qui a une hypoacousie et qui n'est pas appareillé, vous lui dites qu'il doit être appareillé avant de lui faire le test. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'on doit dire aux sujets âgés qu'ils doivent corriger l'audition. Bien sûr, pour la communication, mais c'est un facteur de risque de troubles cognitifs. D'accord ? Mais c'est sûr que, bon, moi j'ai renvoyé plusieurs malades en lui disant allez chez l'ORL et vous revenez dans 2 mois. Une fois que vous vous êtes habitué à la prothèse. Sinon, effectivement, ça ne marche pas du tout. Sachant que les prothèses doivent être posées tôt, suffisamment tôt. Parce que si l'hypoacousie est trop sévère et que le sujet est d'un âge plus avancé, c'est très difficile et ensuite ça ne marche pas. Il faut appareiller tôt. Docteur Ahmed. En fait, ma question, c'est à partir du test du MOCA, quels sont les syndromes démentiels qu'on peut évoquer? Par exemple, ici, je ne peux pas évoquer une maladie d'Alzheimer en premier lieu, oui. Vu que l'indice SAGE est positif. Oui. Donc c'est pour ça. Là, on a un profil anormal mais on peut évoquer qui est dysexécutif. D'accord. Ça peut être du vasculaire, par exemple. On n'est pas forcément dans du neurodégénératif. D'accord. Ça peut être du sous-cortical. Peut-être qu'on est un petit peu plus dans le sous-cortical qui vous donne, du sous-cortico-frontal qui vous donne du dysexécutif, d'accord? L'examen neurologique, bien sûr. Si elle avait eu quelques éléments parkinsoniens, par exemple, cette malade, attention, d'accord? On n'est pas, effectivement, dans une démence, probablement, mais il faut compléter. On a besoin, c'est clair qu'on a besoin de faire plus. Qu'il faut bilanter. Donc là, voilà, tout à fait. C'est important de dire aux malades, oui, il y a quelque chose. Sachant qu'un sujet angoissé peut faire ça aussi. D'accord, c'est pour ça que le bilan de neuropsycho, c'est bien, il y a des questions derrière. Alors, je vous passe le micro. Oui. Donc, s'il vous plaît, est-ce que pour l'encodage, est-ce qu'il y a un cut-off? Parce que parfois, chez les patients déprimés, il y a un problème d'encodage, d'attention, de concentration. Est-ce qu'on peut faire des conclusions sur l'encodage? Est-ce qu'il y a un cut-off pour ça, dans le test de MOCA? Vous parlez du rappel immédiat. Oui. C'est ça. Oui. Il y a pas de, c'est pas scoré. Donc, on peut pas dire d'accord, mais ça, c'est l'analyse qualitative. C'est pour ça que c'est important, le clinicien, quand vous faites passer le test, il y a des choses qui sont pas scorées, mais qui sont vraiment importantes à remarquer, à noter. Si un sujet, 2 fois de suite, n'arrive pas à restituer immédiatement les 5 mots, il y a un problème. Mais de quel ordre il est ce problème? D'accord? La suite du test va peut-être vous permettre de répondre. Est-ce que c'est uniquement attentionnel? Est-ce qu'il est complètement déprimé et vous voyez que même c'est bêche gamac et donc évidemment il va pas rappeler? Est-ce qu'il y a un problème mnésique en rappel différé? D'accord? Donc c'est vraiment l'analyse qualitative. Il y a toujours une analyse qualitative à côté d'un score brut comme ça. Juste peut-être que j'aimerais bien vous montrer les 2 autres cas quand même. Donc peut-être qu'il faut restreindre la discussion. Fatima, si c'est juste par rapport au scoring donc du rappel. Alors effectivement, donc c'est pas c'est une répétition, donc, mais il faut tenir compte au rappel différé. Par exemple, si vous donne 3 en rappel différé, il faut voir le 3 par rapport à quoi au départ. Parce que si déjà au départ il avait que 3 en immédiat et qu'il fait 3 après, on n'a pas de distance. Par contre, s'il a 5 et 3 après, là, donc c'est du qualitatif. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Patient présente plainte mnésique, score à 27. Vous pouvez être formé les dire. Tout dépend. C'est-à-dire avec un examen. Quel point il perd? Hein? Tout dépend quel point il perd. D'accord. S'il perd 3 points sur le rappel différé, c'est qu'il y a un problème. Attention. D'accord. Donc aussi là où il perd des points. Alors regardez juste quand même, parce que cette patiente a eu effectivement un bilan neuropsychologique. Je ne vais pas tout montrer. On va s'intéresser à sa mémoire. Parce que là, important.
d'accord, ce trouble quand même de rappel, il est dû à quoi? Donc elle a eu un test de Grober et Buschke. Dommage, on n'a pas le temps parce que c'est pas le but de présenter ça. Mais on regarde toujours dans le Grober et Buschke le rappel immédiat qui est de 16 sur 16, c'est l'équivalent. Elle répète immédiatement les 16 mots, donc normal. Le score des 3 rappels libres. Donc il y a 3 rappels, d'accord, et à chaque fois vous faites le rappel libre, puis ensuite le rappel indicé pour les mots que le sujet n'a pas spontanément rappelés. Et on fait le total, d'accord. Donc les rappels libres sont quand même altérés, 8, 9, 10, mais elle progresse un petit peu, d'accord. À chaque fois, elle dit un mot de plus en rappel libre. Et puis quand on lui donne l'indice, elle récupère tout. À chaque rappel, c'est 16, le total, hein, libre plus indicé. Ça fait 16, 16, 16. Regardez aussi le rappel différé, de nouveau 7, mais avec l'indissage, elle récupère tout. Elle ne fait aucune intrusion. Donc c'est un profil avec un indissage qui améliore complètement les performances, ce qui n'est pas en faveur d'un profil hippocampique de ce trouble amnésique, mais qui est en faveur d'un profil dit exécutif, attentionnel, voilà. Elle a du mal à aller mettre en place les stratégies de récupération spontanément, mais quand on lui fournit cette aide par l'indissage, en fait le mot il est là, il a été encodé, d'accord? Donc c'est voilà très intéressant. Et les persévérations, ça peut être aussi dans le cadre plutôt des exécutifs. Donc on peut dire à cette patiente qu'elle a quand même une atteinte de ses fonctions exécutives, qu'elle est MCI exécutif, parce qu'elle n'est pas du tout dans le cadre d'un syndrome démentiel. On a besoin de l'IRM, en particulier voir est-ce qu'il n'y a pas des lésions vasculaires sous-corticales. On a besoin de la suivre aussi par la suite. On va regarder si elle n'est pas particulièrement anxieuse, déprimée, est-ce qu'elle dort bien. On va regarder est-ce qu'elle ne fait pas un syndrome d'apnée du sommeil, on l'oublie, mais ça peut donner aussi des petits problèmes exécutifs comme ça et de concentration. Et on va la suivre, cette malade, de toute façon. D'accord? Ah oui. Au Grober et Buschke, qu'elle pourra avoir exactement ça. Oui. Il doit faire attention que c'est peut-être pas uniquement un problème anxio-dépressif. Les problèmes anxio-dépressifs, ça va être essentiellement sur la mémoire. Ça doit attirer l'attention. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Oui. C'est pour ça qu'effectivement, il faut revenir au subtest. Oui. Mais ça reste un subtest de dépistage. Screening. D'accord. Et par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ça mérite d'aller fouiller un peu plus au niveau des exécutifs. C'est pas un test de diagnostic pour poser un diagnostic complet, bien sûr. Sa fluence verbale était à combien? On avait regardé. C'est intéressant puisque c'est aussi des exécutifs. Je ne me rappelle plus. Combien elle a trouvé de mots? Non, je ne me rappelle pas. Mais c'est ça, elle était à plus de... Non, c'est sur un seul point. Sur un seul point. Il a un point. Oui. D'accord. Oui, elle a fait plus de 11. Donc il n'est pas perturbé, puisque ça aussi c'est important. Si vous avez les deux, c'est qu'on est quand même dans les exécutifs. Donc MCI, et c'était justement, bon, mais là, en l'occurrence MCI prédictif d'une maladie d'Alzheimer, parce que Nasreddin, pour eux, ils ont démontré la supériorité du MoCA par rapport au MMSE dans le dépistage des MCI, mais profils Alzheimer futur en fait, avec une sensibilité et une spécificité plus importantes chez des patients qui performent normalement au MMSE. Juste pour montrer qu'il y a quand même ce décalage avec une sensibilité et spécificité plus importante dans les détections du MCI. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? L'autre atelier? Donc on va continuer. Bon là ça va être rapide, vous allez voir. C'est un malade qui a des troubles mnésiques. Donc 64 ans, bon niveau d'instruction, troubles mnésiques des faits récents, avec réitération. Et remarqué par l'entourage, les réitérations dans notre expérience clinique, mon expérience clinique en particulier, c'est très prédictif d'un oubli antérograde pathologique. Un sujet relativement jeune ou même un sujet d'un âge avancé, il ne va pas répéter 5 fois la même chose à sa famille dans les 2 heures qui suivent. Il ne va pas lui répéter ce qu'il dit et il ne va pas poser la même question à son entourage plusieurs fois de suite. C'est hautement pathologique.
Pour moi, c'est vraiment, je le dis souvent aux résidents, posez toujours cette question quand il y a des troubles mnésiques. Donc, patient anosognosique pendant l'entretien, relativement adapté, mais collabore peu aux épreuves neuropsychologiques. Il a un antécédent de diabète et d'HTA, et il a 13 sur 30. Donc, on est déjà clairement bien pathologique. On est clairement déjà pas dans un MCI, on est dans une démence. Et cliniquement, déjà, il y avait cette appréciation. Donc, il perd 4 points en visio-spatial. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, le trail, voilà, échec complet. Le cube, 0 point. D'accord. L'horloge, 1 point. On a donné parce qu'il a fait le cercle. Tout le reste n'est pas bon. D'accord. Il faut... Le score de Nasreddin est disproportionné. Mm. De donner 1 point pour le cercle, et 1 point pour les chiffres, 1 point pour... Bon, après, sur le MOCA, il est noté sur 10 points, dans certaines notations, sur 10. Donc là, en tout cas, pour dire, regardez, parce que les chiffres, ils y sont tous, hein. Mais on donne pas de points parce qu'ils sont pas bien positionnés pas comme si on regardait une horloge dans le bon sens, quoi. Bon. Donc là, vous serez d'accord avec moi, le Grobert-et-Busch n'a fait que confirmer, c'est un sujet qui avait des scores effondrés et non améliorés par l'indissage, donc un profil hippocampique, et c'est un sujet qui a une maladie d'Alzheimer. Je vous montre le 3e cas clinique très rapidement. 10 minutes? Oh, bah alors. Merci, Monsieur le Président. Yes, we can. Le cube de la malade d'un deuxième. Ah oui. C'est intéressant. Le malade, oui. Il est à côté. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose de très particulier. Une apraxie constructive. Oui. C'est toujours organique. Oui. C'est toujours organique l'apraxie constructive, sauf chez le sujet de bas niveau d'instruction. Là, on parle pas des niveaux. Non, on ne fait pas de MOCA à des gens qui ont de bas niveau. On ne fait pas le cube chez un sujet qui a moins de même 3 ans, 6 ans. Il faut qu'il y ait au moins le certificat d'études au Maroc. Exactement. Et tout dépend aussi de ce qu'il a fait ensuite de son certificat d'études. Oui, tout à fait. C'est aussi l'illettrisme acquis, voilà. S'il n'a pas pratiqué. Mais il ne lit jamais, il n'écrit jamais, il est illettré. Il faut voir donc aussi. C'est quelque chose de très important, le niveau d'instruction, effectivement. Mais là, chez ce malade-là, c'est une... Oui. Il faut voir aussi le type d'instruction, parce qu'on avait vu pour les sujets, par exemple, l'Iqra ou Filmsid. Bon. Des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas eu d'exercice comme ça, en fait, dans leur apprentissage. Donc, vous vous rappelez du fameux patient, le juge, qui était complètement apraxique sur les cubes. C'est vrai, oui. Enseignement. Oui. C'est hippocampique, il n'est pas du tout amélioré par l'indissage. Bon, finalement, on peut regarder son Grobert-et-Busch puisqu'on a un peu de temps. Donc, regardez là, en rappel immédiat, déjà, c'est pas bon. D'accord? Parce que vous savez, le Grobert-et-Busch, on a 16 mots, 4 planches, avec 4 mots par planche. On lui lit pas les 16 mots et on lui fait restituer les 16 mots. Ça, c'est impossible. Vous et moi, on n'y arrivera pas. On les fait répéter 4 par 4. D'accord? Donc, il pointe et il lit, pour un sujet lettré, les 4 mots, on enlève la feuille et il rappelle immédiatement les 4 mots. 4 fois, ça fait 16 mots, d'accord? Donc déjà 11, c'est pas bon, en rappel immédiat. En rappel libre, regardez, premier, 6, deuxième rappel, 6, troisième rappel, 7, donc il progresse pas. Et surtout, quand on lui fournit les indices, il est à 10 en rappel total, 9 et 9, d'accord? Donc il n'est pas amélioré par l'indissage. Et puis, on regarde aussi 10 intrusions, c'est-à-dire 10 fois, il a donné un mot qui n'existait pas dans la liste de mots sur lequel on travaille pendant 3 essais successifs. Et ça, c'est très pathologique aussi. D'accord? Donc, un rappel libre effondré, non amélioré par l'indissage, c'est un profil hippocampique. Et donc, ça confirme bien la nature corticale temporale du trouble. Alors, le 3e cas, c'est un patient de Dr Ahmani, qui a une maladie de Parkinson depuis 6 ans et qui est adressé pour bilan neuropsychologique dans le cadre d'une évaluation neuropsychologique. Vous voyez, il a commencé son Parkinson à 42 ans. Il est tout à fait nosognosique, réponse adaptée. Il se plaint de quelques difficultés mnésiques. Il dit qu'il y a une sèche-ouïa, mais en fait, c'est un petit peu plus attentionnel. C'est un peu, j'oublie où je pose mes objets. Voilà, je suis un petit peu... Et
très important pour un parkinsonien, il est examiné à 11 heures du matin en phase on. En off, examiner un parkinsonien en off sur le plan cognitif, ça va pas. C'est pas possible. Donc il a un score de MoCA à 21 sur 30. Alors regardons un petit peu, qu'est-ce qu'il fait? Là, il se trompe, et puis là aussi. D'accord? Donc il y a quand même là aussi des troubles de maintien de la consigne, de la stratégie, du switching. La copie du cube, vous donnez un point là ou pas? Non. Le 3D n'est pas respecté, c'est pas un cube quoi. D'accord? Donc il y a des problèmes visio-constructifs, sans parler peut-être d'apraxie visio-constructive. C'est limite. Et l'horloge. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Il n'y a pas les chiffres. D'accord? Il a mis les petites, voilà, les aiguilles sont inversées parce qu'effectivement, la grande aiguille d'Yel Saa qui devrait être la petite aiguille, d'accord? Donc, oui. Oui. Donc en fait là, on lui a enlevé le point du cube, le point du trail, et on lui a enlevé un point à l'horloge, peut-être 2 points. On aurait dû enlever 2 points. D'accord? Donc il a peut-être un MoCA à 20. 4 points en attention. Alors, je me rappelle qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est ça, toujours pour l'ELIF, là aussi, le calcul, il perd 2 points en calcul, et il y a le lampan inverse aussi, qu'il n'a pas réussi. D'accord? Donc 4 points quand même en attention. Oui. Mémoire de travail, parce qu'on lui donne un matériel sur lequel il doit travailler pour donner une réponse, et il doit maintenir dans une mémoire immédiate ce matériel sur lequel il travaille. Et il perd les 2 points pour les capacités d'abstraction. Donc finalement, quel profil? Pardon, il y a 4 en même temps. Donc là, moi, mes capacités attentionnelles sont débordées. Quadruple tâche, là. Mounia. Oui. 5 sur 5. Oui, monsieur Alaoui, vous disiez quelque chose? Fatima? Pour le calcul mental, oui. 1 sur 3. Et le docteur Ahmed. Syndrome dysexécutif avec profil sous-cortical. Est-ce que c'est uniquement dysexécutif? Trouble attentionnel? Visioconstruction? En visioconstructif, est-ce qu'il y a une atteinte visioconstructive ou est-ce qu'elle est dysexécutive? C'est parfois... La mémoire est bonne. Oui, principalement. Dysexécutif, et chez un patient parkinsonien, est-ce que ça vous étonne? C'est classique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, en plus, quel que soit le cas, il est examiné, adressé pour une exploration neuropsychologique, et en plus, dans le cadre d'un bilan pré-DBS, avant stimulation. On doit absolument être sûr que c'est nickel, puisque le risque, c'est on le stimule et ensuite il aggrave des troubles cognitifs préexistants. Donc, bien sûr, complément, on a un protocole prêt qu'on avait mis au point en s'inspirant de ce qui est fait. Il y a la Matisse en particulier, qui est toujours le score de la Matisse est très important. Et il a eu lui aussi un test. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le Grobert-Busch qui était le plus intéressant, mais c'est pour montrer un sujet qui a quand même des troubles exécutifs assez importants, comme il performe bien au Grobert-Busch, qui lui vraiment, explore bien au niveau de la mémoire à long terme épisodique. Et donc, regardez, c'est la même chose que la première patiente. Amélioration complète par l'indissage. Et donc, c'est ce score des 3 rappels libres qui sont altérés
est due à un profil dysexécutif qui va donc dans le sens de l'impression déjà du MoCA. Mais bien sûr, il faut compléter le reste, puisque là, l'enjeu, c'est pas juste de dire il a des troubles cognitifs. Et les parkinsoniens, vous leur faites ça parfois d'emblée, dès le début de la maladie, il y a déjà cette note dysexécutif et visio-constructive aussi. Souvent, ils sont quand même pas très bons en capacité visio-constructive, les parkinsoniens, avec l'atteinte des noyaux gris. Et en mémoire procédurale, mais ça, c'est encore autre chose, plus difficile à explorer. En fait, ce malade, il a un MCI du Parkinson, dysexécutif. Oui. MCI dysexécutif. Autonome, c'est ça, donc il faut le suivre, puisqu'il ne faut pas oublier que le MCI, que ce soit le MCI amnésique ou le MCI haute dysexécutif, il y a des malades qui récupèrent, qui s'améliorent. Donc ce n'est pas tous les malades qui ont un MCI qui vont évoluer vers une démence. En particulier le MCI non amnésique. Dans amnésique, peut-être c'est eux le plus. Même amnésique, même ça amnésique, dépend le degré, mais même si on il peut être, et il peut s'améliorer. Après, tout dépend aussi de la durée du suivi. C'est classique. Parkinson, c'est classique. Il y a des MCI qui récupèrent par la suite. Et le MoCA est très bon pour suivre les Parkinsoniens. Donc, même, alors justement, DBS, oui, pardon, j'ai la suite. Hein. Pardon. Justement, c'est juste pour vous montrer deux articles qui avaient été publiés justement pour l'intérêt du MoCA comme screening pour diagnostiquer l'atteinte cognitive chez les Parkinsoniens, en montrant là encore la supériorité par rapport au MMS, parce qu'il y a tous ces points sur les fonctions exécutives que vous n'avez pas dans le MMS. Donc vous faites le MMS à un Parkinsonien, vous allez passer à côté de cette composante dysexécutive. D'accord ? Donc là, par exemple, cet article où ils ont comparé, en fait, chez des Parkinsoniens, le MMS et le MoCA, et regardez, à n'importe quel stade de la maladie, même au stade 1-2 de Hunayard, le MMS était à chaque fois supérieur au MoCA, qui détectait donc des troubles cognitifs plus tôt que le MMS, et de toute façon, même au stade avancé, il y avait toujours une différence, d'accord ? Donc le MoCA est un test, valide dans la population des Parkinsoniens, et que ça peut être meilleur que le MMS pour identifier le MCI chez les patients parkinsoniens. Je pense que je vais vous montrer juste un autre papier aussi sur chez des populations de parkinsoniens sans démence. Et l'article est intitulé comme ça, MoCA anormal et MMSE normal chez des sujets parkinsoniens non déments. Voilà, donc il faut y penser. C'est un test intéressant aussi pour vos parkinsoniens que vous suivez à la consultation, de le faire de temps en temps, de le faire aussi chez les scléroses en plaques, comme test de dépistage facile, parce que là aussi il y a le côté sous-cortico-frontal et dysexécutif très fréquent chez les scléroses en plaques, et on le sait très souvent dès le début de la maladie, et qu'on aime bien suivre sous traitement aussi ensuite, pour voir si le sujet ne développe pas, et ça peut pousser même à changer de thérapeutique par exemple. Voilà, donc un test, je pense, vraiment intéressant, court, facile à faire passer. On se fait la main, facilement au cours des consultations. Et le mieux, c'est d'avoir vraiment quelques feuillets toujours posés dans la salle de consultation pour le faire passer facilement aux malades. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Monsieur Alaoui ? Non, en fait, c'est surtout pour les collègues et les plus jeunes. Pour les tests neuropsychologiques, il faut avoir des ateliers pratiques. On fait des sortes de jeux de rôle, c'est-à-dire on fait passer le test. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, il vous écoute comment vous posez la consigne, et puis après comment vous interprétez. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et puis, bien sûr, il faut les faire répéter. C'est une fois qu'on l'a passé, je ne sais pas, 20-30, qu'on devient fluent et qu'on commence à saisir donc le test. On peut le faire passer à des personnes de la famille, de l'entourage, les amis, aux consultations de neurologie. Mais au début, si on veut vraiment lever un peu l'anxiété de l'examinateur, parce que des fois on est un peu gêné quand on démarre un test, le faire passer à la famille aussi, c'est un bon moyen de s'entraîner. Oui. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on doit arrêter, Monsieur le Président Waqf el-Bab. Merci pour votre attention. Un mot puisqu'il y a une version électronique qui est